2, 1. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Aujourd'hui, je vais échanger avec un triathlète, un sportif et pas que, avec qui j'ai eu la chance d'être mis en relation grâce à Jean-Christophe Leblévec qui a simplement commenté une de ses publications. Je m'en veux un peu parce que je n'avais pas encore spoté cet athlète qui n'est pas que un athlète, mais en tout cas, c'était l'occasion de faire une belle rencontre. Et puis, on s'est dit qu'on pourrait raconter un petit peu sa vie, ses péripéties, sa pratique du triathlon dans un épisode de podcast. Et je suis donc très heureux de tendre le micro à Enis Mansour. Salut Enis. Salut Armano, merci beaucoup de m'accueillir sur ce podcast et ravi de pouvoir échanger avec toi et de parler de triathlon. Eh ben écoute, c'est un plaisir. Ouais, on a dit que en off, on rigolait, on a dit qu'on essaierait d'introduire un peu le sujet du triathlon. Ouais, c'est Maintenant quand que même. c'est fait, on n'est plus obligé d'en parler, t'inquiète pas. Ouais. En tout cas, j'aime bien ton intérieur. C'est quoi? C'est une guitare ou un violon que je vois derrière? Une Une guitare? guitare. Tu pratiques aussi? Oui, un petit peu. Je t'avoue que le triathlon a pris le dessus sur la guitare ces 2 dernières années, mais je joue un petit peu, oui. Ah, cool, cool. Écoute, on va pouvoir en parler. Remarque, rajouter une quatrième discipline, enfin une cinquième, sixième, septième, parce qu'il y a aussi le sommeil, Les l'alimentation. transitions, l'alimentation, oui. Mais alors, rajouter une petite, ça permet de croiser aussi, tu vois, ça permet de travailler les doigts. Donc pour la natation, c'est pas mal. Exactement. Quand on a une tendinite quelque part, on peut pratiquer, avoir une tendinite au poignet à la place de l'avoir ailleurs. Oui. C'est ça, exactement. Ou alors en avoir deux. Écoute, en tout cas, je sens qu'on va bien se marrer pendant cet épisode. Tu l'auras compris, même quand je rigolais un peu off, c'est beaucoup second, troisième, quatrième degré avec moi. Donc, ne te vexe pas. Chères auditrices, chers auditeurs, si vous ne me connaissiez pas encore, malgré 5 ans d'exercice de ce podcast, n'hésitez pas à aller réécouter d'autres épisodes. Des fois, on se marre bien. En tout cas, je sens que ça va être le sujet du jour. Enis, écoute, je pense que la meilleure façon de commencer ce podcast, comme je commence tous les épisodes, c'est de te laisser la parole, te laisser te présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Enis Mansour? Eh bien, qui suis-je? Je m'appelle Enis, j'ai 35 ans, bientôt 36. J'habite à Nantes. Pour parler de ma pratique du sport, j'ai pratiqué le sport depuis tout petit. J'ai fait surtout des arts martiaux en club quand j'étais jeune et du foot avec les copains toutes les semaines. J'ai arrêté après pendant 10 ans parce que études, début de carrière, etc. Et je m'y suis remis en 2018 à l'occasion de mon premier triathlon et première expérience en sport d'endurance. Donc j'ai découvert ça. J'ai fait mon deuxième triathlon en 2021 et depuis je suis tombé dedans. Donc maintenant, j'enchaîne. Je suis en club et je suis très content d'en faire toujours plus. Ouais, ça, c'est un truc, c'est casse-pied avec le triathlon. Souvent, quand on y goûte, on tombe amoureux et on a du mal à s'en séparer. C'est ça. Bon, et donc, quel était ton premier tri? À Nantes ou ailleurs? Non, à l'époque, j'habitais à Paris. J'ai fait partie de cette vague de confinés parisiens qui ont voulu fuir la capitale. Et donc, c'était au triathlon de Chantilly. Super sympa là-bas. En M, ouais, c'est super sympa. J'avais découvert les joies de l'eau vive, de l'eau libre, le fait qu'on voyait rien, qu'il y avait des algues partout, qu'on se prenait des coups. C'était une belle découverte. Un qui est sympa aussi pour commencer, par rapport à cet environnement aquatique, enfin aquatique, c'est un bien grand mot, c'est Enghien. Franchement, moi j'y avais pris beaucoup de plaisir. Je ne sais pas s'il se fait encore, mais bon, je suis plutôt jeune, donc je l'avais fait dans les années 2000. Et c'est vrai que quand tu te mets à l'eau dans le lac d'Enghien, tu te rends compte qu'il y a de la vie en dessous. L'avantage en triathlon, c'est qu'on ne voit pas vraiment ce qui se passe. On voit à peine notre main, donc on ne voit pas les silures et autres petites joyeusetés qu'il peut y avoir dans les fonds. Ouais, en tout cas, ça, c'est dans le nord, dans la partie nord enfin, nord, ouais, au-dessus de Lyon, quoi, au-dessus de la Loire. Après, sinon, des fois, on nage dans des lacs qui sont super transparents, super agréables. Enfin, en brun, c'est sympa, même si tu commences à nager un peu au lever du soleil, le Birman, enfin, pour ne citer que l'Alpe d'Huez aussi. Il y a un paquet de triathlons où dans l'eau, tu passes quand même un bon moment. Ok, ouais, j'ai jamais couru dans le sud. Mais voilà, d'expérience, même quand l'eau est à peu près transparente, quand il n'y a pas de monde dedans, quand il y a 1000 triathlètes qui sont lancés, ça fait du rebond. C'est clair, c'est parti, ouais. Tu disais que tu as pratiqué les sports de combat principalement. Mhm. Tu faisais quoi? J'ai fait beaucoup de karaté et j'ai fait 1 an de full contact. Ok. Waouh. Euh, T'en as fait aussi?
Moi, j'ai fait plutôt du judo. Donc, moi, Ouais. c'était pas de la génération Karate Kid. Enfin, j'étais justement de la génération Karate Kid, mais moi, j'ai plutôt fait du judo. Euh, Avec le recul, même si tu as commencé le triathlon en 2018, hein, Oui. est-ce que tu trouves que la pratique des sports de combat, en particulier le karaté, voire le full contact, et aussi le foot, alors j'ai pour coutume de me moquer un peu des footballeurs et du foot, etc., mais on m'a fait remarquer qu'il fallait arrêter. Mais au-delà de ça, il y a quand même beaucoup d'avantages. Alors, que ce soit le foot ou en tout cas les sports collectifs intensifs, donc le foot, le volley, le hand, ce genre de sport, est-ce que tu trouves que ça a un impact positif sur ta pratique du triathlon aujourd'hui? Bah, ce qui était compliqué au début en commençant le triathlon, c'était la partie endurance parce que avec la partie sport de combat, j'avais une grosse explosivité, la partie puissance anaérobie où j'étais bien développé. Mais tenir un effort longtemps, c'était plus compliqué. Donc, j'avais une bonne base d'explosivité que j'ai pu travailler en endurance pour pouvoir m'améliorer. Là où ça m'a bénéficié, c'est que j'avais déjà fait des sports où il faut se faire mal, il faut souffrir, entre guillemets, à l'entraînement. Et j'avais appris à bien aimer ça parce que c'est comme ça qu'on progresse. Et donc, ça m'a pas fait peur de venir sur des séances des séances de fractionnés difficiles, des choses comme ça, quand j'ai commencé le triathlon. Ouais, parce que c'est vrai que c'est l'avantage et l'inconvénient des sports collectifs ou en tout cas des sports où on pratique une certaine forme d'intensité, c'est que on a la caisse relativement à l'intensif, donc les répétitions courtes et entre guillemets violentes, hein, sans mauvais jeu de mots par rapport au sport de combat. En revanche, on a peut-être un petit peu moins d'endurance et donc finalement, à un moment, mixer un peu les deux, ça permet d'avoir un bon rapport de pratique dans le triathlon. Ouais, ouais, exactement. Mon premier triathlon, j'avais eu des crampes au bout de 200 mètres de course à pied, je crois. Peut-être même moins que ça. Euh, Ouais, mais Aujourd'hui, c'est un lointain on souvenir, remarque mais avec le côté positif des choses, c'est que tu avais déjà nagé et tu avais déjà roulé, donc tu avais déjà fait quelques bonnes minutes de sport. oui, c'est ça. J'avais poussé un peu trop loin, je pense. Et c'était quoi comme distance d'ailleurs, tu nous as pas dit? C'était un M. M, ok, donc distance olympique, donc c'est pas mal ça pour commencer. D'accord. Oui, oui, bah, mais naïvement, j'avais vu, bon, 1005 de nage, j'ai déjà fait, 40 de vélo, j'ai déjà fait, 10 de course, ça devrait aller. Et j'avais pas pensé que, en fait, c'était les enchaînés qui étaient compliqués. Euh, Vu que tu as commencé il n'y a pas très longtemps, petite question, parce que ce podcast qui porte le nom de Devenir triathlète, l'objectif, c'est quand même d'inciter les gens à découvrir, à devenir triathlète, à progresser dans sa pratique, voire à performer par la suite. Quand tu commences, qu'est-ce qui t'a... pas, alors, au-delà de ce qui t'a excité dans l'idée de commencer le triathlon, d'en faire un premier, mais qu'est-ce qui t'a le plus effrayé et qu'est-ce qui a été le plus dur pendant ce premier triathlon? Est-ce que c'est, je te mets un peu sur la piste, est-ce que c'est les transitions? Est-ce que c'est l'enchaînement des trois sports? Est-ce que c'est l'enchaînement sans pause, donc sans respirer quasiment entre les trois sports? Est-ce que c'est la perte de repères? Enfin voilà, je t'ai donné quelques pistes. Maintenant, tu as deux Ouais, heures. Ciao. c'est parti. Alors, il y a eu plusieurs choses qui étaient compliquées pendant la course. La première, c'est l'eau froide. J'ai été entraîné heureusement à l'eau libre peut-être 2 semaines avant le triathlon. J'avais fait une première natte en eau libre pour essayer et le froid me prend complètement la poitrine. J'ai l'impression que j'arrive plus à respirer et c'est la panique. Et donc quand on commence dans l'eau, il fait froid, on n'arrive pas à respirer, on se prend des coups. J'ai fait quelques brasses et j'ai bien cru que j'allais abandonner. Je me suis dit non mais t'as pas le droit d'abandonner maintenant. T'as raconté à tout le monde que t'allais faire un triathlon, maintenant assume. Euh, on fait quelques brasses, on essaie de se remettre petit à petit, mais j'ai mis, je pense, sur les 1500 mètres qu'il y avait à nager, j'ai mis bien 1 kilomètre, voire un peu plus, à trouver ma nage, à réussir à respirer. Donc, il y avait l'eau froide qui était compliquée. Après, sur le vélo, j'étais content. La transition s'est bien passée. J'étais content d'être sur le vélo parce que c'était le sport que je pratiquais le plus, même si j'en sais pas beaucoup par rapport à maintenant. Mais c'était le petit moment de calme, on va dire, de faire mon vélo. Et après la transition vélo-course à pied, c'était à la fois horrible et rigolo à observer. C'est-à-dire qu'il y avait la moitié des muscles qui étaient complètement cramés parce que ils ont bien travaillé sur le vélo. L'autre moitié qui était fraîche, fraîche, fraîche. Le rythme cardiaque qui était bien haut.
Donc, j'étais parti pleine balle, sans m'en rendre compte, mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, au bout de 100 ou 200 mètres, grosse crampe. J'ai dû faire mes 10 km de course à pied en 1h20 peut-être, parce que j'ai dû m'arrêter un nombre incalculable de fois. Ouais, mais tu vois, c'est bien parce que ces premières expériences qui remontent pas si loin que ça pour toi, et puis surtout que depuis, tu me disais que tu as une vingtaine de triathlons à ton actif, donc tu as eu l'occasion de retravailler un petit peu ces points-là. Mais l'avantage, c'est que bah, justement, tu nous fais un retour d'expérience qui est très, je plus le mot en français, mais, plein de valeurs en fait. Pour ceux qui vont commencer, bah, déjà, première chose, l'eau libre. Alors, évitez de nager 15 jours avant. Ça s'inclut dans la préparation. Donc, si vous faites une Oui, prépa triathlon de 3 mois, bah, commencez à aller nager en eau libre déjà 3 mois avant. ça, Euh, faut vraiment s'y habituer. Et la combi, l'eau froide, la perte de repères, faut vraiment s'y habituer. Oui. voilà, déjà, premier bon conseil. Deuxième bon conseil que j'en tirerais, c'est bah, avant le jour de la compétition, juste avant de vous mettre à l'eau avec le départ qui est donné pour tout le monde. Normalement, on a accès au plan d'eau un petit peu pour aller patauger, mettre les pieds dans l'eau, tester l'eau. Et de toute façon, les meilleurs, ils n'attendent pas d'avoir le droit, ils y vont, hein. Comme on dit en anglais, il vaut mieux s'excuser que de demander s'il vous plaît. Donc, mettez-vous dans l'eau, surtout si c'est votre premier triathlon ou votre premier sur une distance pareille. Et puis, l'autre petit conseil que je retiens aussi, c'est le vélo, enfin la transition vélo course à pied. On le sait tous, on l'a tous vécu. On pose le vélo, on a une décharge d'adrénaline à ce moment-là, on part comme des balles. Sauf que on a fait deux sports qui étaient allongés, portés, et là on arrive sur un troisième sport qui est debout et non porté. Et donc, bah, le corps se réveille, les muscles se réveillent, et là ça commence à faire mal partout, ça commence à cramper partout. Puis toi, c'était au bout de 200 mètres. En général, c'est aller dans le premier kilomètre où on signe un premier kilomètre avec un temps qu'on n'a même jamais fait à l'entraînement, sauf sur des séances de fractionnés. Et puis d'un seul coup, C'est ça, on s'arrête et tout part en cacahuète, quoi. exactement. Ouais, en général, c'est un premier, deuxième, allez, troisième kilomètre dans les meilleurs jours, mais après, on se prend le mur et c'est la dégringolade. Euh, Sans transition, tu parles de se prendre le mur. Tu me racontais un petit peu ton histoire en off. Toi, c'est pas un mur que tu as pris juste après avoir commencé le triathlon. C'était un petit peu plus grave et embêtant. Est-ce que tu veux bien revenir un petit peu avec nous sur ce moment-là? Oui, alors donc comme on a dit, j'ai fait mon premier triathlon en 2018. Je l'ai fait un petit peu en touriste, donc et j'ai beaucoup aimé ça, le dépassement de soi, le fait de réussir à faire ce truc que je trouvais incroyable il y a peut-être 1 an ou 2 ans auparavant. Et donc j'ai décidé de m'entraîner un petit peu plus. Et je préparais le triathlon de Paris pour 2019. Et un mois avant, pendant un entraînement de vélo, je me suis fait percuter par une voiture donc qui m'a coupé la route. J'étais en faux plat descendant, j'étais à 45 et 50 km/h et je l'ai prise de plein fouet. Donc, arrêt net à ce moment-là. Bon, je me souviens de rien, ni Ouais. les 2 semaines qui ont suivi, mais il y a eu un petit coma et des moments voilà, très compliqués où j'ai mis, je pense, physiquement 2 ans à peu près à m'en remettre. Donc, c'était voilà, une période compliquée pour mon deuxième triathlon, mais c'était devenu mon objectif fixe de refaire un triathlon, quoi qu'il arrive, malgré cet accident. Ouais, juste pour déconner un peu, mais au moins, t'as dit que tu as mis 2 ans pour t'en remettre, donc t'as pas trop vu le Covid passer finalement. Euh, Oui, c'est-à-dire que vu que c'était juste avant Covid, j'étais déjà confiné depuis 1 an quand le Covid est arrivé. Donc, moi, j'avais l'entraînement, j'ai pas trop mal vécu finalement. Non, mais plus sérieusement, donc choc frontal en plein entraînement, à Rennes, ta courbe Garmin ou Strava, ça doit être marrant entre guillemets à voir. C'est-à-dire Oui, oui, que mal et puis d'un seul coup, choup. J'ai déjà vécu exactement. ça, c'est bizarre quand tu regardes ça. Et donc, enfin, j'imagine tout un toin, les ambulances qui arrivent, qui t'évacuent, etc. Toi, tu n'as aucun souvenir de ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a raconté au moins ou Oui, ouais, on m'a raconté, c'est une personne d'un certain âge, 94 ans, qui savait pas vraiment ce qu'il faisait, qui m'a coupé la route. Il devait couper la route pour aller chez lui, mais il n'a pas regardé s'il y avait du monde qui arrivait.
Et il avait une conduite très hésitante, donc j'ai sûrement dû croire qu'il s'arrêtait pour me laisser passer, alors qu'en fait, il s'arrêtait pas, il a redémarré après. J'ai pas pu l'éviter. Oui. Et du coup, Euh, donc donc, ouais, vas-y. je l'ai pris. Il y avait mon ex qui était juste derrière, donc qui a pas vu la scène, elle était un petit peu derrière, mais qui est arrivée juste après et qui a pu appeler les secours. Et là où j'avais eu beaucoup de chance aussi, c'est qu'il y avait eu, je crois qu'il y avait un tournoi de foot dans le coin à ce moment-là, donc il y a eu une médecin du SAMU qui passait par là, qui est rentrée chez elle en civil et qui a vu l'accident, donc qui a pu intervenir et bien organiser les secours. Parce que on avait appelé les pompiers à la base, mais elle a vu la gravité de la situation. Elle a dit c'est pas les pompiers, c'est le SAMU. Elle leur a expliqué la situation. Ils sont arrivés avec le bon matos. Il y a eu un brancardier du SAMU qui passait juste après, donc ils ont pu à deux me dégager mon casque qui était en train de m'étrangler. J'étais en train de devenir bleu. Ah ouais, Donc, j'ai beaucoup de chance là-dessus. la totale. Et du coup, enfin, ton casque était en train de t'étrangler parce que t'as pris un choc frontal, tu as eu un trauma crânien et puis tu étais en train de gonfler, ou est-ce que c'est parce que tu avais mal positionné ton casque? Enfin, est-ce que tu te souviens de tout ça? Ouais, je me souviens pas. Il était pas mal positionné, mais avec le choc, il a dû se décaler vers l'arrière ou quelque chose comme ça. Et donc, la sangle a attrapé la gorge. Et comme, vu la violence du choc, elle soupçonnait une fracture une fracture cervicale, ce qui était le cas. Donc, elle avait bien raison de faire gaffe à pas enlever le casque n'importe comment. Ok, Euh, et donc, ils ont réussi c'est pour ça qu'ils ont dû le faire à deux et ils ont réussi à bien le faire. Ouais. ok. Waouh, c'est glaçant quand même comme histoire, mais en même temps, ça permet justement de se préparer, ou enfin, pour autant qu'on puisse se préparer, mais en tout cas d'être alerte sur le fait que quand on est sur le vélo, c'est pas forcément innocent et ça peut arriver à tout le monde, même quand on essaye de faire attention à ce qu'on fait et surtout quand Ouais. on n'est pas responsable. Euh, donc, trauma crânien grave. Là, tu es évacué, tu es pris en charge. Petit coma, tu nous as dit. Tu restes un peu 15 jours dans le coltard. Comment se passe la récupération après? La récupération après, alors ça a été assez, comment dire, pendant 2 semaines, j'ai aucun souvenir, mais les souvenirs sont revenus, enfin, ont recommencé à s'imprimer petit à petit. Donc ça veut dire que pendant les 2 semaines qui ont suivi, je me souviens d'une chose sur deux, des gens qui m'ont visité un mois après l'accident à l'hôpital où j'en ai aucun souvenir. Donc dans mes souvenirs, je me suis réveillé un jour, je ne comprenais pas où j'étais, j'ai posé la question et on m'a expliqué, etc. Mais je pense que cette scène est arrivée 36 fois, si ce n'est plus. Et donc, je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans un hôpital attaché au lit avec, dès que je bougeais, des douleurs effroyables, la cervicale qui était cassée. Justement, j'avais les dents de devant qui avaient sauté aussi avec les nerfs qui étaient à vif. Donc, quand je buvais de l'eau, que je respirais, ça faisait mal. Et je me suis retrouvé comme ça, à pas comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, petit à petit, j'ai réussi à reconstituer l'histoire. Je sais pas combien de fois on me l'a raconté. Et donc là, la récupération, c'est petit à petit. C'est-à-dire que on prend les petites victoires les unes après les autres. Réussir à attraper une bouteille d'eau pour boire, c'est déjà, on est content. Ensuite, réussir à attraper un stylo ou une tasse ou des choses plus fines. C'est les challenges qu'on se lance, réussir à se lever, marcher un petit peu. J'avais un fauteuil roulant, un déambulateur à disposition que je refusais absolument de toucher parce que enfin, j'avais envie de remarcher, je voulais pas en entendre parler. Un peu la tête de mule, je pense que j'étais un peu fatigant pour les personnes qui m'accompagnaient, pour les soignants, mais je voulais pas en entendre parler. Et à ce moment-là, les médecins, alors encore une fois, pour autant que tu t'en souviennes, peut-être qu'on te l'a raconté, mais en tout cas, les premiers pronostics, une fois que tu es pris en charge à l'hôpital, que tu es traité, je ne sais pas s'il y a eu opération ou pas, mais les premiers pronostics, c'est quoi? C'est tu marcheras plus, tu te lèveras plus, Ouais, ou les premiers pronostics, c'est on n'y croit pas vraiment, on en voit régulièrement des accidents comme ça, le cycliste ne s'en sort pas. J'ai été en réa pendant 10 jours quand même, ce qui est plutôt long d'après ce qu'on m'a dit. Euh, et après, petit à petit, comme on est assez stabilisé,
ma vie n'était plus en danger. On m'a dit oui, effectivement on a commencé à me renseigner sur les cotorep, etc., pour les handicaps à la fois physiques et mentaux. Effectivement, donc on m'a pas dit frontalement que je marcherais plus, mais on m'a dit on verra, ça évolue, nanana. Mais on m'a incité fortement à m'habituer au fauteuil roulant et au déambulateur parce que ça serait fait ma vie. Et quand j'ai demandé si je pourrais refaire du triathlon au kiné, il a presque rigolé Il se avant de passe se quoi? ressaisir. Je te coupe, mais Ouais, il se vas-y. passe quoi à ce moment-là? Alors, je le rappelle, tu n'as plus de souvenirs ou à ce moment-là, ça ne s'imprégnait pas, mais de ce qui te reste, il se passe quoi quand un médecin te dit ça? Te dit pas forcément tu marcheras plus ou tu feras plus de tri, mais habitue-toi au fauteuil roulant ou au déambulateur. Euh, dans, dans mon souvenir, donc ça, c'était la scène que je te raconte, c'est peut-être 3 semaines après l'accident. Donc, on n'est pas sur les 2 premières semaines où j'étais inconscient ou semi-conscient, je racontais n'importe quoi à longueur de journée, mais ce dont je me souviens, c'est ok, ils y croient pas, mais moi je vais y croire parce que de toute façon, j'ai rien de mieux à faire. Je me vois pas abandonner maintenant. Moi, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de comeback exceptionnelles comme ça. Ça m'a toujours inspiré dans des films ou dans le sport. On pourra parler de foot là-dessus si tu veux, que tu pourras te remoquer de footeux. Non, non, ça y est, je fais plus ça, je fais plus, j'ai compris. Mais mine de rien, tu vois, c'est dommage parce que j'admire énormément les sportifs, quel que soit le sport dont on parle. L'esprit sportif, les valeurs sportives, le dépassement de soi, etc. Et le foot, c'est juste que c'est un endroit où on peut facilement taper parce que déjà, c'est extrêmement populaire et donc il y a de tout et de tout le monde dans le foot et notamment dans les excès, dans un sens comme dans l'autre. Et donc, moi, ce qui m'agace, c'est certains footballeurs qui sont vraiment dans l'excès ou dans la caricature d'eux-mêmes, voire même du sportif lambda, quoi. Et c'est pour ça que je tape à chaque fois facilement sur le foot, mais je pourrais taper sur d'autres sports. Mais non, j'ai décidé d'arrêter sur le foot. J'ai encore relu les commentaires de certains auditeurs et auditrices hier. J'arrête, Ouais. j'arrête, bien compris. Je vous embrasse d'ailleurs. Mais Donc ouais, oui, là j'ai arrêté de regarder le foot depuis un petit moment maintenant, mais quand j'étais ado, j'adorais ça et c'était la fameuse finale Liverpool-Milan où Milan gagnait 3-0 à la mi-temps, c'était la meilleure équipe du monde et Liverpool, qui était l'outsider, a réussi à remonter et à gagner. Et ça, c'est un match qui m'a toujours inspiré, où à chaque fois que je suis dans des situations un peu difficiles, je me dis, si eux avaient abandonné à la mi-temps, ils n'auraient pas gagné. Donc, je ne vais ouais. pas abandonner non plus. Ouais. On pourrait parler Donc, c'est un aussi peu assez de rare. la France-Italie où l'Italie gagnait jusqu'à la Ouais, avant-dernière seconde et puis voilà. Et en tant exactement. que franco-italien, forcément, j'ai ma petite, j'ai versé ma petite larme, pas pour les Français. Soit on pourrait en parler. Mais ouais, donc toujours un petit fait pour les histoires de comeback C'est dans ça, les films, dans le sport et autres. Et est-ce exactement. qu'à ce moment-là, tu te sens investi d'une sorte de mission et de te dire aujourd'hui, c'est moi le comeback, quoi. Oui, c'est ça. Je me suis dit, bah, si dans toutes ces histoires-là, si le héros abandonne quand il a des difficultés, il n'y a pas de film. Il n'y a pas d'histoire. Donc, c'est moi le comeback. Non seulement je vais refaire du triathlon, mais je ferai un L un jour. À l'époque, un L pour moi, c'était un truc de grand malade. J'en ferai un jour. Je referai des M et je mettrai 1 heure de moins à faire mon M que ce que j'ai fait à mon premier. Je ne lâche pas l'affaire maintenant. Waouh. C'est vachement inspirant. Et tu visualisais justement le. Non, je serais plus fort que ça, j'irais au-delà de ça, je ferais un L un jour, ou est-ce que la première étape, c'était pas bah, je vais me lever, je vais marcher, ou ce qui t'animait vraiment, c'était les étapes d'avant, oui, il faut les faire, mais moi, ce qui m'anime, c'est retourner sur un tri. Euh, un peu des deux. Alors, ce qui m'a animé à ce moment-là, c'est ce qui a créé une espèce de rage. C'était, je veux retourner sur un tri. C'est hors de question que j'écoute ce qu'on me dit là. J'abandonne pas. Et après, c'était effectivement, je sais que pour arriver là, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes à faire avant. Donc, il y a 1 million de petites victoires à gagner avant ça. Et donc, je commence par me lever. Je commence par battre l'orthophoniste au puissance 4. Je commence par faire des. Il paraît qu'elle m'aurait laissé gagner, mais moi, j'y crois pas non plus, ça, à cette théorie.
Donc voilà, il y a plein de petites histoires, de petites victoires à gagner avant. Donc c'est pas ce qui m'animait au quotidien, mais c'est ce qui me motivait de me dire, allez, 1 centimètre après l'autre. La route va être longue, mais on va y arriver. Et, ouais, et surtout sur un L, ça fait beaucoup de centimètres à parcourir. Combien de temps il te faut justement pour parcourir plusieurs centimètres? Parce que forcément, quand tu sais plus te lever, tu sais plus marcher, tu sais plus réfléchir, tous ces genres de choses qui finalement, on s'en rend pas compte, mais on a énormément de chance de tenir debout, de pouvoir tenir une tasse. On était en train de boire un petit verre tout à l'heure. Donc tout ça, c'est des choses dont on se rend plus compte, mais qui sont pas innées, qu'on a appris depuis qu'on est né. Puis des fois, quand on fait un reset, notamment quand notre cerveau fait un reset, eh ben, on sait plus faire tout ça. Il te faut combien de temps de rééducation? Tu passes combien de temps à l'hôpital? Enfin, tu as dit que tu as mis 2 ans pour t'en remettre physiquement et pour refaire un. Mais avant de refaire un tri, enfin, il te faut combien de temps pour te Ouais. remettre debout d'aplomb, quoi? Euh, Compliqué à dire parce que c'est très, très, très graduel. Et je pense que même quand j'ai refait mon premier tri 2 ans après, j'étais pas complètement remis. J'avais encore plein de blessures. J'ai dû marcher, courir sur toute la partie course à pied. Les étapes, ça a été sortir de l'hôpital. Je voulais absolument sortir de là parce que ça me déprimait un petit peu. J'étais dans un hôpital avec beaucoup de gens qui étaient victimes d'AVC, qui étaient complètement, enfin, il y avait peu d'espoir de rémission. Et donc, ça me déprimait vraiment d'être avec eux. Je voulais absolument sortir parce que retrouver une vie à peu près normale. Donc, j'ai réussi à remarcher un petit peu, sortir. Je suis sorti debout de l'hôpital et j'en étais très fier. Je suis rentré chez moi après, je suis allé courir, mais parce que j'étais en train d'exploser chez moi, donc je suis allé courir j'avais 2 vertèbres lombaires cassées, j'avais ma minerve autour du cou, les dents de devant qui manquaient, plein de fractures partout, mais je suis allé courir quand même. Alors, pas très vite et pas très longtemps, mais j'avais envie de me dire, OK, je suis encore capable de faire ça. Ouais. Euh, il y a eu ça, petit à petit, je courais de plus en plus. J'ai refait un 10K à Paris en novembre, donc l'accident était en mai. En Ouais, novembre, je refais un 10K, mai 2019, ouais. Je refais un 10K, je sais plus comment il s'appelle, un 10K à Paris en novembre, que je sais plus en combien de temps je fais, plus qu'1 heure, je pense, mais bon. Pas ce qui était important, ce qui était important, c'est d'avoir une médaille, ouais, mettre un bien sûr. dossard et avoir une médaille. Euh, j'ai fait un petit triathlon, mais un faux triathlon à faire un S avec 5 km nager 750 mètres en piscine, puis 5 km 20 km à Vélib, pardon, puis 5 km de course à pied que j'ai eu beaucoup de mal à finir, des périostites, des aponéphrosites, des trucs qui explosent dans tous les sens, mais que j'ai réussi à finir quand même, donc c'était une étape importante aussi. Et donc petit à petit, voilà, j'ai refait ma première sortie en vélo de route 1 an pile, en fait, 1 an pile après l'accident. L'accident était le 12 mai, je crois qu'on a été déconfiné le 11 mai 2020. Et donc Ouais. c'était parfait pour que le lendemain, je boucle la boucle avec une nouvelle sortie vélo. Donc je reprends un nouveau vélo de route que j'ai acheté parce que évidemment le premier a explosé. 1 an après, donc j'étais très content de pouvoir refaire du vélo. Un mois après, je voulais faire le Ventoux parce que pourquoi pas. Je voulais faire le Ventoux, sauf que c'est vrai que ça, je ne t'avais pas raconté, mais c'est ce qui rend l'histoire encore plus marrante. Euh, donc en juin 2020, du coup, j'avais pris le vélo depuis un mois. Je m'entraînais un petit peu dans le coin du Ventoux avant de le monter 2 jours après. Et là, je me refais percuter par une voiture. Non, mais Je me dis, mais bon, il y a un moment, faut peut-être arrêter, je sais pas, il y a un problème. Alors, j'ai fini aux urgences quand même pour contrôle, mais j'avais rien d'autre que des grosses pizzas. Alors, le vélo a fini aussi à la casse. Il était complètement mort, mais j'avais rien d'autre que des pizzas et des grosses contusions. à ce moment-là, tes proches, ils devaient devenir fous. Ou Ouais. tu l'as gardé pour toi. Non, non, bah, ouais, ils sont devenus fous. Je l'ai pas dit à mes parents, je l'ai dit à mes parents très tard après. Ouais. Mais oui, c'était
C'était compliqué. Là, j'ai vraiment douté. Je me Mm. suis dit, mais si ça se trouve, je suis juste pas fait pour le vélo. Là, encore, c'était pas du tout ma faute. C'était quelqu'un qui était derrière moi, qui doublait c'était même pas un virage, c'était une courbe. Elle a vu une voiture arriver en face, elle a paniqué, donc elle a décidé de se rabattre sur le cycliste. Ouais, c'est le meilleur choix à faire, hein, finalement, hein. Entre prendre une Voilà. voiture et écraser un cycliste, vaut mieux écraser les cyclistes, hein. Le plus drôle, Oui, c'est les pilotes. elle avait le temps de piler, hein, donc elle venait d'avoir le permis. Bon, Ah, mon pauvre. Et du coup, bon là, tu avais juste quelques pizzas, donc quelques égratignures et raflures, le vélo à la casse, mais toi, ça va. Mentalement, par contre, tu as dû reprendre un bon gros coup. c'est ça. J'ai pris un bon gros coup mentalement et là, c'est la première et seule. Donc, j'ai vachement hésité. J'ai fini par décider de m'y remettre quand même parce que j'en avais besoin. J'avais besoin d'aller me défouler, de courir. Comme c'était compliqué aussi, c'était compliqué à tous les niveaux. Là, on a beaucoup parlé de physique, mais mentalement, psychologiquement, j'ai perdu mon boulot à ce moment-là où j'avais un bon boulot et j'étais en pleine ascension, on va dire. Ça a été un peu stoppé. Donc je me disais, bon, là, je vois que je progresse sur le triathlon, je vois que je progresse, donc je vais continuer à m'accrocher à ça. Donc j'ai pu m'y remettre pas longtemps après, à partir du moment où les contusions étaient passées, où je pouvais marcher à peu près normalement, j'ai pu m'y remettre. Donc il y a eu cette étape-là. Ensuite, bon, pendant l'année qui a suivi, je m'étais inscrit au triathlon de Tours, le Tour qui est devenu Ironman maintenant, mais qui n'était pas encore à l'époque. Et donc j'ai fait mon deuxième M et j'étais très fier parce que j'avais fait mon premier en 3h29 et j'ai réussi à faire le deuxième en 3h28. Donc j'étais vraiment super fier d'avoir gratté je crois qu'il n'y avait même pas une minute, il y avait 30 secondes d'écart entre les deux, mais Mais le c'était premier, c'est pas le même, quoi. Le premier, c'était la découverte et le deuxième, ça, c'était ta renaissance, finalement, parce que exactement. tu as commencé à faire du triathlon 2 fois dans ta vie. C'est ça, je peux le dire ça comme ça. Donc c'était le premier triathlon de ma deuxième vie. Ouais. Et donc oui, c'était une fierté immense d'avoir réussi à aller au bout. En plus, il y avait la natte sans combi. C'était la seule fois de ma vie où j'ai fait une natte sans combi. Il faisait très chaud. Mais c'était super content à la fin, fierté énorme. Et donc c'était le deuxième. Et après, j'avais pris un stage de triathlon avec les Bornés. Je sais pas si tu connais. Ouais. Avec les Bornés et il y avait comme coach Audrey Merle. Qu'on a déjà eu sur le podcast Ok. il y a Ah, elle très, était très très jeune. longtemps. Ok. Bah ouais, elle avait fait les JO 2016 Ouais. avec la France. Ouais. Et donc, avec Audrey Merle, et c'est là où j'ai vraiment adoré cette expérience-là. J'avais bouclé ma boucle en faisant mon deuxième triathlon. J'avais trouvé ça vraiment cool et j'avais envie de m'y remettre un peu. Mais c'est vraiment ce stage avec plein d'autres triathlètes qui étaient pour la plupart bien meilleurs que moi. Et de voir Audrey, la façon dont elle nageait, elle courait, etc., où je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment trop cool quand même. J'ai beaucoup de progrès à faire et j'ai envie d'aller les faire. Et ça m'a vraiment motivé. Et donc, je me suis entraîné un peu plus intensément et j'ai réussi à faire mon troisième triathlon en septembre d'après, donc 2, 3 mois après Tours, où là j'ai fait moins de 3 heures, donc un RP de 35 minutes, ce qui m'arrivera plus jamais aujourd'hui, mais j'étais très content de ce RP de 35 minutes. Ah, tu m'étonnes. Et donc là, la machine était relancée. Euh, Par rapport à tes entraînements, donc on l'aura bien compris, la première fois, bah, tu t'entraînais tout seul. La deuxième fois, tu redevenais triathlète, donc tu t'es très certainement entraîné tout seul. Est-ce que les fois suivantes, tu as un peu mieux structuré ton entraînement? Est-ce que tu as pris un coach? Est-ce que tu as été dans un club? Comment est-ce que aujourd'hui, tu t'entraînes et tu fais en sorte de pouvoir progresser dans ta pratique? Ouais. Alors, il y a eu plusieurs étapes depuis, hein. À l'époque, j'avais plein de blessures, etc. Le concept de fractionner me faisait peur. Je voulais surtout pas en faire parce que j'avais peur de me reblesser. Et donc, j'ai dû traiter toutes ces blessures-là. J'ai fait une douzaine de kinés qui ont pu m'apporter des choses, mais pas complètement me guérir.
jusqu'à ce que j'en trouve un. Ah oui, une douzaine, c'est pas une douzaine de séances de kiné. Et Non, tu non, as c'est une douzaine de kinés différents. tous les kinés de ta Kiné, région. podologue, ostéo, voilà, à Paris, puis à Nantes. Ok. Euh, donc jusqu'à ce que j'en trouve un à Nantes qui a réussi à me guérir, que j'ai pris comme coach après. Je salue Lionel s'il m'écoute, je lui enverrai le podcast. Et donc, à partir de là, j'ai pu guérir et recourir à peu près normalement. Il m'a modifié ma foulée pour que je me fasse moins mal, que je mette moins de pression. Et donc, à partir de là, j'ai pu m'entraîner tout seul correctement, on va dire, où je faisais peut-être 4 entraînements par semaine ou 5, quelque chose comme ça. J'ai refait une saison en faisant des triathlons tout seul, en m'entraînant tout seul. J'avais pas tellement de notions de plan d'entraînement. J'allais courir longtemps, j'allais rouler longtemps et j'allais nager longtemps. Et j'étais content avec ça. Et ensuite, j'ai intégré un club à partir de la troisième saison de triathlon. J'ai intégré le club de Nantes Ok. pour avoir à la fois des entraînements plus structurés, des copains avec qui partager l'entraînement, avec qui aller sur des courses. Ça change quand même la vie. Ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Et tu es t'es toujours au club de triathlon de Nantes aujourd'hui? C'est ça. Toujours au TCN. Et comment ça se passe? Est-ce que tu arrives à nouveau à progresser? Alors, tu l'as dit, tu referas plus, tu battras plus jamais ton record précédent de 35 minutes. Ou en tout cas, si tu y arrives, c'est que tu as vraiment bien progressé. Ouais, est-ce que tu arrives à trouver du plaisir dans ta progression ou est-ce que tu es passé en mode pratique régulière avec des objectifs que tu te fixes dans la saison? Alors, les deux. Je trouve encore beaucoup de plaisir à progresser. Et là encore, j'ai commencé par juste suivre les entraînements du club. C'était nouveau pour moi d'avoir autant de séances de qualité, de fractionnés, etc. Donc j'ai beaucoup progressé ma première année. Bon, on y reviendra, mais j'ai pu enfin faire mon L. Euh, Ensuite, je m'étais inscrit. Je me suis dit bon bah maintenant je vais faire un marathon parce que je suis un fou. Et là j'ai commencé à m'entraîner beaucoup plus précisément à la théorie de l'entraînement, de comprendre ce que c'était les zones, de comprendre ce que c'est que la VMA, le seuil, etc., etc. Donc j'ai fait une année où je me faisais mes propres plans. Et j'ai continué à progresser un peu, mais pas assez à mon goût. Et j'y mettais beaucoup de volume pour pas beaucoup progresser. Donc c'est là que j'ai pris un coach perso en plus Ok. pour continuer à progresser et aller chercher des objectifs un peu plus ambitieux. Donc, tu as fait ton premier L après une saison au TCN sur lequel tu avais jeté ton dévolu et surtout, comment est-ce que ça s'est passé? Alors, sur lequel j'avais jeté mon dévolu, j'avais fait le 73 des Sables d'Olonne, parce que c'est pas trop loin de Nantes et parce que Ironman, les paillettes, c'est super bien organisé. Bon, ça vend du rêve. Et donc, je me suis inscrit au Sable, et j'étais arrivé au TCN en disant je vais au TCN pour m'inscrire au Sable d'Olonne, Ok. pour faire mon premier L. Donc, j'étais au taquet sur les inscriptions. Dans la file d'attente, je m'étais connecté, je sais plus, une demi-heure avant, quelque chose comme ça. Bon. Parce que tu connais, ça doit être encore pire maintenant. Là, c'était en novembre 2022, donc aujourd'hui, je pense que c'est pire pour réussir à avoir une place. J'avais pris une journée de congé pour être sûr d'être derrière l'ordinateur au moment où Ouais, ça plante. quasiment, j'avais eu une réunion dans mon agenda. Et donc, bon, je me suis entraîné, etc. Et donc, arrivé au sable, bah, ça s'est super bien passé. Super bien passé, super sensation. Forcément, on arrive, il y a toute la ville est devenue Ironman, il y a des logos partout, des énormes arches, des tapis rouges, beaucoup de monde, des goodies Ironman partout. Donc, j'essaye de rester concentré. Je fais mon petit run de shake-off la veille pour me réchauffer, etc. J'essaye de bien manger, de bien dormir. Bon, j'étais avec un copain du club, on a fini par manger une pizza. Je ne sais pas si c'est la meilleure définition de bien manger une veille de course, mais bon. Écoute, moi, je reste persuadé et je reste un grand défenseur de l'alimentation plaisir aussi. Surtout
la veille de course. Si tu es bien dans ta tête au moment de prendre ton départ, et surtout si tu es en paix, si tu es en accord avec le fait que tu as mangé un truc qui te faisait envie, et bah, tant mieux, quoi. Après, c'est sûr que si tu t'avales 4 pizzas, qu'elles restent sur ton bide et que le lendemain matin au réveil, tu n'arrives pas à fermer la combi, ça c'est autre chose. Mais l'alimentation plaisir fait partie aussi de ce moment que tu vas t'accorder en allant vers ton objectif. Ouais, carrément. Oui, c'est ça. Il y a tellement de stress, de toute façon, une veille de course et même un matin de course que pour réussir à trouver le bon équilibre entre manger quelque chose qui va pas te rester sur le bide et quand même ne pas trop rajouter du stress et de la pression. C'est clair. Donc après, la natte se passe super bien. Je fais un temps que j'avais jamais fait et que je ne ferai plus. Mais bon, il y avait peut-être un peu de courant dans le dos, mais on va oublier, on va pas le dire. Tu le couperas au montage. Ça va. Donc, si vous l'entendez, hein, auditrice et auditeur, c'est peut-être juste que vous avez été sur la vidéo que je n'aurais pas coupé, ou alors je le laisserai juste en bonus à la fin pour le plaisir. Donc super nat. Après, je prends le vélo. Bon, là encore, petite crampe, menace de crampe au mollet au bout de 1 ou 2 kilomètres à vélo. Je me dis, oh non, pas encore, c'est pas possible. Donc pendant tout le vélo, j'essaye de gérer ça en mettant plus de force avec un plus gros braquet ou alors en mettant plus de cadence. J'alternais pour tenir la crampe à distance. Ça a été menaçant pendant tout le vélo, mais ça s'est pas déclenché. Donc j'arrive au moment où je pose mon vélo, j'entends que Pierre Lecor vient de finir. Et pas le vélo, il vient de finir Il vient le de finir la triathlon. course. Je crois qu'il préparait les JO à ce moment-là, donc il s'entraînait beaucoup sur du M. Il a fait que troisième, alors qu'il avait gagné l'année d'avant, je crois que c'était ça. Ouais. Donc bon, ça fait toujours plaisir de dire waouh, je suis sur la même course que Pierre Lecor, incroyable. Euh, donc je pose mon vélo, je m'engouffre une banane entière à ce moment-là en la poussant dans la bouche comme ça. Euh, Évidemment, elle me reste un peu sur le bide sur les peut-être 3 premiers kilomètres de la course. Mais bon, je pars pleine balle, je sais plus, je pars 1 minute au kilo au-dessus de mon allure cible. Je suis rattrapé par la patrouille très très vite. Sur le 73 des Sables, il y a peut-être 2 kilomètres sur le goudron et après il faut passer sur la plage pendant pas longtemps, mais on passe sur la plage et après il y a des escaliers pour monter sur le remblai. Et là, le sable plus les escaliers, ça m'a complètement coupé les jambes. Donc après, il restait peut-être 18 kilomètres à faire, Ça va. léger. Donc bon, j'ai réussi à courir tout du long déjà, c'est super cool. Il y avait plein de monde qui encourageait. J'en garde voilà, des souvenirs c'était vachement dur. J'ai pas beaucoup pu accélérer, j'étais en gros positif split. J'ai fini beaucoup plus lentement que je n'ai commencé, mais super souvenir. Il y a beaucoup de monde. Il faisait beau, il y avait du vent dans un sens, mais on avait le vent dans le dos dans l'autre. Bon. Ça aussi, je le laisse Ah, ou... bah, il y avait le vent de face dans l'autre sens, et c'était un aller-retour, donc Ouais, donc voilà, ça s'équilibrait, quoi. c'est ça, ça s'équilibre. Et puis voilà, on arrive sur le tapis, je sais plus s'il était rouge ou bleu, sur le tapis coloré Ouais. de l'Arche, et là, il y a tous ces souvenirs de mon accident qui reviennent, le kiné qui me laisse entendre que je pourrais plus faire de triathlon, etc. Il y a tout qui me revient à ce moment-là. Et donc, quand je passe la ligne d'arrivée, enfin, je suis super content. Je regarde même pas mon temps à ce moment-là, mais j'avais un temps cible, mais bon, j'avais aucune idée de si j'allais le faire ou pas. Ok. Il se trouve que je l'ai très largement fait, mais c'est pas ce qui est important à ce moment-là. À ce moment-là, juste, je savoure le fait que j'ai fait mon L et que j'ai conjuré le sort ou bouclé la boucle ou appelons ça comme on veut, mais c'était une page qui se tournait, quoi. Ah, c'est beau, c'est beau. Et forcément, bah, c'est ce qui a donné aussi l'élan, ce qui a allumé la flamme de la suite, parce qu'aujourd'hui, tu as fait ce premier L en 2023 au Sable d'Olonne, mais c'est Mhm. pas pour autant que tu as rangé le vélo et puis tu as laissé tomber. Tu as continué et tu continues toujours à pratiquer et à prendre du plaisir en triathlon. Oui, exactement. Bah, il y a eu, donc j'étais super content avec ce L, c'était un bonheur absolu, mais il me restait l'objectif de faire 1 heure de moins qu'avant mon accident, ce que j'ai fait 2 mois plus tard à Quimperlé, sur M. Et après, je me suis dit, bon, bah, là, je fais 5h09 au Sablon, sous les 5 heures, ça serait bien quand même.
Donc, on va s'entraîner pour. Ce que j'ai essayé de faire l'année d'après que j'ai pas réussi, que j'ai réussi à faire cette année, mais il y a toujours un objectif après. Ouais. Et parce qu'on finit le saddle, je me dis, bon, j'ai quand même eu une crampe sur le début du vélo, j'ai dû gérer. La course à pied, je suis parti trop fort, peut-être que je peux faire mieux quand même. Si j'étais parti un peu comme si, j'aurais peut-être fait plutôt comme ça. Et on fait jamais la course parfaite et on se dit qu'on peut toujours, en corrigeant certains trucs, on pourrait faire un temps incroyable et être encore plus fier de soi. Donc, j'ai été pris Ouais. dans l'engrenage. Après, c'est un truc sans fin, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, tu te dis toujours, comme tu fais jamais la course parfaite, tu te dis toujours que tu peux t'améliorer. Ouais. Là, je rentre d'Otilo, qui sont les championnats du monde de swimrun, et c'est vrai que avec mon binôme, on a bien souffert, mais on se dit que quand Hugo Tormento et son binôme, il y a 2 ans ou il y a 3 ans, font 7 heures et 59 secondes, est-ce qu'ils auraient voulu faire un sub 7 heures? Évidemment, mais en réalité, ils gagnent et les 59 secondes, bah, ils sont toujours dans les 7 heures. Ils n'ont pas fait 7 heures et 1 minute. Et donc, effectivement, on veut toujours faire mieux. Et on se dit toujours que si on a juste ci ou ça, on fera mieux. En revanche, sur des épreuves comme le triathlon, bah, des fois, il suffit un petit ajustement pour enclencher la théorie du papillon et du coup, complètement Mhm. désorganiser, désorienter tout le reste. Donc, comment tu t'organises depuis 2023 pour faire mieux à chaque fois, mais pas que le château de cartes s'effondre? Alors, entre 2023 et 2024, je pense que ça a été. J'ai fait plus de volume, tout simplement. J'ai fait plus d'heures à pied, plus d'heures sur le vélo, plus d'heures dans l'eau. Et Et ça, puis, seul ou toujours encadré par ton coach? bah, j'étais avec le club, j'avais pas pris de coach perso. Ok. Euh, donc j'ai fait ça, j'ai réussi à faire mon premier marathon, j'étais très content de mes sensations, etc. J'ai réussi à faire donc j'étais à 5,09, j'ai fait un RP à 5,08 sur au Triade Braise, donc à côté de Lorient, en 2024. Euh, mais bon, j'avais beaucoup augmenté mon volume, beaucoup travaillé et les améliorations n'étaient pas énormes. Mais bon, comme tu dis, c'est un château de cartes qui peut être fragile, surtout quand on s'envoie un certain nombre d'heures d'entraînement par semaine. Ça commence à tirer, on est toujours en train de gérer ces potentielles blessures, ces potentiels petits signaux comme du lait sur le feu. Donc, je me suis dit, bon, voilà, avec le boulot, avec ma vie perso, et je peux pas mettre plus d'heures. Et donc, si je veux m'améliorer plus, il faut que je trouve une autre solution. Il faut que je m'entraîne mieux et pas juste plus. Ouais. Euh, on dit parfois que le triathlon, c'est un sport de débile. Il faut juste faire plus de volume, plus d'heures, plus de bornes. Pas forcément toujours le cas. Je Parce pense que que là, c'est surtout un sport d'équipe parce que tu as besoin d'être accompagné, encadré, soutenu et tout seul, ça paraît difficile. c'est ça. Donc, j'en avais parlé un petit peu à mon coach au club qui m'avait dit qu'effectivement, c'était beaucoup de volume pour les résultats qu'il y avait. Bon, et je me suis dit, bon, je vais aller. Le fameux kiné qui avait réussi à me soigner, je me souvenais qu'il était aussi coach de triathlon. Et donc, je l'ai contacté pour qu'il m'accompagne pour améliorer ma structure d'entraînement. Tu peux donner son nom, n'hésite pas, hein, on n'est pas à la radio et au contraire, autant lui rendre hommage. Ouais. Bah, je l'ai salué tout à l'heure. Je le resalue, Lionel Lestrade, qui est dans la région nantaise. Et qu'on a déjà eu sur le podcast aussi, il y a quelques temps. C'est vrai? Ouais, Ah ouais, ouais. je savais pas. Ah bah, je vais Bon, ça écouter me fait ça. 2 épisodes à t'envoyer pour que tu les écoutes, t'es obligé. Ah bah carrément, carrément. Ah, je savais pas que tu l'avais vu, que c'était il y a longtemps. Ouais, ouais, on l'a eu il y a quelques temps sur le podcast. Ouais. Ok, Super sympa. ouais, carrément. Carrément. Donc voilà, ça s'est super bien passé avec lui. J'ai fait tous les, tous mes objectifs. Je voulais faire un moins d'une 30 sur semi, c'est fait. Moins de 5 sur L, c'est fait. J'ai fait un super M aussi à Dinard le week-end dernier. Donc très content de l'encadrement. C'était difficile parce qu'il y a des séances, tu es obligé de les faire. Tu peux pas négocier. Alors j'aurais pu hein, lui dire ah non, je peux pas, machin, mais il y a quand même quand un coach te donne des séances, que c'est réfléchi et qu'il pense que c'est comme ça que tu vas t'améliorer, tu dis bon bah j'ai pris un coach pour m'améliorer, c'est le moment de m'améliorer. C'est ça. Faut y aller. C'est
C'est toujours un petit peu la discussion qu'on a aussi quand on se pose la question de s'entraîner seul, s'entraîner avec un coach, s'entraîner maintenant avec une appli, un algorithme, etc. On peut même s'amuser à prompter l'IA pour qu'on ait un semblant de coach. Mais il y a quand même des choses qui sont invariables. C'est que le coach, que ce soit une appli, une IA ou un humain, si tu te mets dans le mindset de j'ai pris un coach pour m'aider et m'accompagner et surtout pour m'enlever toute la charge mentale de est-ce que ça va le faire, est-ce que ça va pas le faire, bah, tu n'as pas le choix. Tu as une séance, tu l'as fait. Et éventuellement, tu peux juste négocier. Il y a certains coachs qui sont comme ça en te disant bah, je te donne 7 séances dans la semaine, tu les places comme tu veux, mais tu mets pas de l'intensité, tu mets pas 2 séances d'intensité à la suite. OK, donc après, tu vas toi t'amuser à ajuster ton planning par rapport à tes objectifs pro et tes objectifs perso. Mais finalement, c'est la seule négociation qu'il peut y avoir parce que tu as un plan, tu le suis et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Oui, là, je m'amusais pas parfois, enfin, je m'amusais. C'était pas possible de faire telle ou telle séance parce que contrainte pro, etc. Donc, je déplaçais. Si j'avais home trainer à faire le mardi, mais je suis en déplacement, je vais aller courir le mardi et je vais mettre le home trainer le jeudi. C'est des ajustements à la marge, quoi. Voilà, c'est ça. Mais il a fallu tout l'hiver bouffer de la piste, des grosses séances de VMA qui tapent, mais Ça a payé. ça a payé. Ouais. Ouais. Et du coup, maintenant, objectif 2026, tu t'orientes vers quoi? Améliorer ton temps, des courses plaisir, des courses totem? Enfin, c'est quoi ton Ouais. objectif? Alors, je pense que ça va être des courses plaisir parce que comme je crois qu'on n'enregistrait pas encore quand on en a parlé, mais j'attends mon premier enfant dans. Je pense que le podcast sera sorti quand il sera. Il n'est pas encore né à l'enregistrement, mais il sera né à la sortie du podcast. Et donc, je sais pas du tout comment ça va se passer. C'est le premier, donc on verra bien. L'objectif, ouais, c'est plutôt. Je compte pas faire de RP l'année prochaine. Alors après, si ça vient, pourquoi pas. Je vais quand même essayer. Hein. C'est pas parce que j'ai pas prévu d'en faire qu'une fois avec le dossard, je vais pas donner tout ce que je peux. Mais donc, je pense plutôt course plaisir. Je vais pas faire de L l'année prochaine parce que ça demande quand même beaucoup de volume. Alors, le volume horaire, je pense que je pourrais le faire, mais c'est le volume de récup qui va clocher. Et la charge mentale d'aller se faire mal à l'entraînement quand on a déjà mal, qu'on a mal dormi, qu'on a le boulot, etc. Bon. C'est clair. Ouais, comme je te disais en off, hein, les premières nuits, ça va être compliqué. Et après, ça ira. C'est juste une question d'une vingtaine d'années à peu près. Puis après, ce sera mieux. Oui, 20 ans, ça va vite. Hein, genre, j'aurais même pas 60 ans, je pourrais encore refaire des RP. Nickel. Je resterai. Est-ce que dans le coin de ta tête, vu que tu as augmenté au fur et à mesure les distances, après ce L, après cette série de L, est-ce qu'il y a du XL? Est-ce qu'il y a de l'Ironman du full? Forcément. Euh, j'ai refait un M là depuis, j'en ai fait depuis 2 ans et vraiment j'adore cette distance. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que je vais dans un premier temps aller peut-être plutôt chercher des chronos, des classements sur M, mais c'est sûr que je ferai au moins un full, évidemment la belle Ironman, paillette, Johan Ironman, etc. Obligé. Peut-être que d'ici là, ça coûtera 3000 balles de s'inscrire, mais il y a de C'est clair. l'inflation. Ouais, c'est un truc de dingue. Mais oui, forcément, je l'ai en tête. Là, aujourd'hui, je me dis, bah, si j'avais pas eu un projet enfant en route, je pense que j'aurais tenté un full d'ici peut-être 26, 27, 28. Ouais. J'aurais envie de le faire. Je pense que si je le fais aujourd'hui, je le finis. J'aurais pas envie juste de le finir. J'aurais envie de vraiment prendre du plaisir tout du long, de pas être un zombie sur le marathon. Donc, je pense que ça demande beaucoup, beaucoup de prépa et je pense qu'il faut que j'augmente mes volumes petit à petit et pas doubler mon volume sur une prépa de 6 mois. Je pense que c'est pas durable. J'ai beaucoup de risques de me blesser et d'être dégoûté du triathlon si je fais ça. Ouais, après, à voir si est-ce qu'il faut effectivement augmenter le volume? Est-ce que c'est pas mieux structurer l'entraînement, rebasculer un petit peu la charge différemment, basculer encore plus de l'intensité vers l'endurance, hein, le 80-20 ou le 85-15, à voir. Bon, de toute façon, Lionel sera très certainement bien t'orienter là-dessus, mais c'est pas forcément synonyme d'augmenter la charge. En revanche,
bah, tu n'as pas le choix. Sur du distance Ironman, il va falloir faire des grosses sorties vélo. Alors effectivement, si tu as le petit bonhomme ou la petite puce à la maison le week-end, cramer une journée pour aller faire 6 heures de vélo, ça va peut-être pas être le meilleur moment cette année, quoi. C'est ça. Sachant que j'ai cramé 2 heures, 2 ou 3 heures la veille pour faire une sortie course à pied. C'est ça. Donc Écoute, effectivement, je pense que tu as raison, c'est une question de structure aussi, et c'est une question aussi de borne à vie. Donc je pense que si j'avais fait une prépa Ironman il y a 2 ans, j'aurais eu besoin de plus m'entraîner que si je l'ai fait dans 5 ans avec tout l'entraînement pour le M et le L dans les pattes. c'est clair, c'est clair. Écoute, bon courage. Et puis, on se reparlera d'ici là, hein. On fera un petit, un petit épisode rappel pour voir si les plans se sont réalisés ou pas. Ouais. Et puis, tiens, histoire de te mettre un peu la pression, on en avait parlé en off, mais ce sera peut-être aussi l'occasion de faire un point sur ton projet de raconter ton histoire, parce que là, on le fait en podcast, mais il y a un ton qui te trotte derrière la tête, non? Oui, oui, bah, c'est cette histoire avec l'accident, la rémission, etc. Je sais pas trop quoi en faire. Pour tout dire, j'ai commencé à écrire dessus. Je sais pas combien de fois. J'ai pensé à je ne sais pas combien de formats. Je pense que ça me ferait plaisir et du bien d'écrire un truc là-dessus et enfin, de pouvoir en parler et que et que j'en sois content. Mais je t'avoue que j'arrive pas du tout à choper le bon format, le bon ton. Donc bon, je suis très content d'en parler en podcast aujourd'hui. Ça fait un premier pied dans la porte. Ouais, mais c'est l'occasion de rappeler aux auditrices et aux auditeurs que je mets systématiquement les liens des réseaux sociaux de mes invités dans les notes du podcast. D'ailleurs, il y a un petit objectif, c'est faire augmenter ta communauté Strava et Instagram. Mais c'est aussi l'occasion de prendre contact parfois avec les invités. Alors maintenant, sur Strava, on peut envoyer des messages privés. Sur Insta, on peut le faire depuis longtemps. Donc, si vous avez, vous qui nous écoutez, quelques idées pour que Enis puisse raconter un peu son histoire, bah, n'hésitez pas à lui envoyer un message, voire même à te challenger, quoi. Enfin, et moi, je suis un grand adepte de ce que dit l'ami Bertrand Soulier, c'est-à-dire la théorie du premier pas, tu vois. Tu as commencé à écrire plusieurs fois. Écoute, à un moment, tu prends ton brouillon, tu le mets sur Amazon KDP là, pour s'auto-publier. Tu auras peut-être trois proches, trois membres de ta famille et puis deux potes qui vont commander ton bouquin. Ça leur coûtera pas une blinde, mais en revanche, ça t'aura permis déjà d'écrire quelque chose et d'avoir des premiers retours sur la façon dont c'est écrit, dont c'est raconté. Peut-être aussi d'avoir des inputs complémentaires sur bah là, tu as écrit toi ce que tu as vécu, comment tu l'as ressenti, comment on t'a raconté aussi les choses, parce que bah, les premières semaines, la mémoire était un peu défaillante, et peut-être que eux pourront te donner leur avis, leur point de vue, et puis ça te permettra d'enrichir et d'avancer sur bah, un autre support ou une autre façon de raconter tout ça, et puis d'enfin atteindre ton objectif comme en triathlon, qui est d'écrire un bouquin pour raconter ton histoire, quoi. Ouais, carrément. Ouais, carrément. Je pense que je dirais même que c'est le deuxième pas le plus difficile parce que il y a un moment avec la motivation, on a l'idée, allez, je suis chaud, je commence à écrire. Et c'est souvent le lendemain où je relis, je me dis, ah, en fait, c'est pas terrible, terrible. Qu'est-ce que je veux faire de ça, etc. C'est toujours, je trouve, le deuxième pas qui est peut-être plus compliqué que le premier, mais c'est clair que il faudrait commencer et se lancer. Un truc que je donne souvent à mes confrères podcasteurs ou néo-podcasteurs qui me disent ah, mais comment tu fais pour monter, tu t'écoutes. Ouais, bah, en fait, il faut que tu déconnectes complètement et que tu dis que c'est pas toi que tu es en train d'écouter. Donc, c'est pas toi que tu es en train de critiquer, en fait. Oui, tu fais ton montage de ton épisode, mais c'est comme si tu montais en sous-traitance le podcast de quelqu'un d'autre, quoi. Et pareil quand tu écris, en fait. Si tu te relis le lendemain avec un œil critique en te disant ah, mais non, mais c'est nul ce que j'ai écrit. Ah, quand tu fais tes tableaux financiers ou tes dashboards pour tes clients ou pour ton patron, tu te dis pas, bah non, j'ai mis le zéro au mauvais endroit. Ça peut arriver parfois, hein. Mais donc, franchement, n'hésite pas, vas-y, quoi. Ouais, carrément. Euh, Écoute, j'ai essayé de t'envoyer une petite dose de motivation. J'espère que ça va Ouais, payer. ben je prends.
y a des fois certains invités qui ont des projets comme ça, je leur dis je ne publierai pas l'épisode tant que tu n'auras pas avancé là-dessus. Bon, je ne vais pas te faire ça. Je comprends que c'est peut-être C'est pas la gentil. motivation qui te manquait, donc on publiera cet épisode d'ici 3 à 4 semaines, une fois qu'il sera monté, une fois qu'il sera prêt dans le flux, mais t'inquiète. Mais je garde ça en tête, je te taquinerai un petit peu de temps en temps pour savoir où est-ce que tu en es de ton projet. Trop bien. Bah, ça me fera des piqûres de rappel et ça me fera ne pas l'oublier parce que c'est vrai qu'il est toujours sur le dessous de la pile. Faut le passer au-dessus maintenant. Faut passer au-dessus, ouais. Ennis, j'ai toujours une question signature pour terminer le podcast qui s'appelle Devenir triathlète et je demande toujours à mes invités comment devenir triathlète. Quel est ton meilleur conseil pour devenir triathlète? Et j'ai envie de te la poser 2 fois à toi en fait, parce que toi, tu es devenu 2 fois triathlète avant ton accident et après ton accident. Donc, quel serait ton meilleur ou tes meilleurs conseils pour devenir triathlète? Alors, mes meilleurs conseils, bah, il faut, comme on le disait à l'instant, c'est le premier pas. Euh, je sais que moi, ça me semblait insurmontable comme distance avant d'en faire. Ça ne l'est pas, c'est exigeant, c'est difficile, mais c'est loin d'être insurmontable et on peut y prendre beaucoup de plaisir. Donc, faut oser le faire. Euh, on peut avoir peur aussi de l'investissement, de l'achat du vélo, etc. Mais on peut très bien prendre un vélo d'occasion, payer ça 400 balles et s'entraîner avec des chaussures de running, vos chaussures de running habituelles. Aller à la piscine, parfois, ça peut être un peu plus pénible pour les gens, mais oui, faut passer par là. Mais à la fin, c'est une super ambiance, une super expérience de voir des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont comme nous, qui sont au même niveau que nous. On ne va pas être le débutant parmi 1000 pros. Il va y avoir, ça va être très bien réparti. Il y aura des gens, on sera toujours avec des gens quand on court, qui sont des gens un peu meilleurs, des gens un peu moins bons. Et donc, je pense que c'est ça la première chose à dire. Faut oser y aller. Et ensuite, je pense qu'il faut se renseigner au maximum sur quelles sont les bonnes choses à faire. On en a parlé pendant l'épisode, mais s'entraîner à l'eau libre, ça, je pense que c'est un impondérable. De savoir ce que ça fait, d'avoir la combi qui gêne un peu sur les épaules, d'avoir le froid qui comprime un peu. Il y a des gens qui ont froid à la fin. Moi, j'ai froid au début de la course, jamais à la fin, mais il y a des gens, c'est l'inverse, qui commencent à avoir froid à la fin. Donc, tout ça, faut le connaître, ne serait-ce que pour voir que, OK, quand j'arrive pas à respirer au début, je me rends compte qu'au bout de, c'était 20 minutes au début, c'est 2 minutes aujourd'hui, mais au bout d'un moment, j'arrive à respirer, je meurs pas. Et donc, c'est pas grave. Je vais, je vais surmonter ça et je vais le vivre comme, je sais pas, comme un col à vélo ou comme n'importe quelle épreuve dans la vie où on sait qu'on va y arriver. Donc, il faut voilà, s'entraîner à l'eau libre, réviser un peu ses transitions, savoir qu'en arrivant, j'ai telle et telle chose à faire. Ça m'est déjà arrivé sur mes premiers triathlons de partir courir avec mon casque sur la tête, donc c'est pas dramatique. Mais quand on est pris dans l'excitation, on oublie plusieurs choses. Donc, il faut bosser un petit peu ces transitions. Et après, les 3 sports, il n'y a pas de secret. Faut s'entraîner à nager, faut s'entraîner à rouler, à courir. Moi, j'ai commencé par un M. C'est pas forcément ce que je conseillerais à tout le monde. J'ai même des copains qui ont commencé par un L, euh, mais qui avaient un bon niveau avant, qui faisaient d'autres sports avant. Donc voilà, faut commencer par ce qui nous semble le plus faisable, et puis prendre du plaisir. C'est des sports où on prend vraiment beaucoup de plaisir. Il y a du stress, etc. avant la course, mais une fois qu'on est lancé, après, faut kiffer son moment et passer la ligne d'arrivée, c'est génial. Et pouvoir en débriefer après pendant des heures et des heures avec ses proches, c'est très cool aussi. Ça, c'est C'est très clair. cool pour nous, pas pour eux, mais pour nous, c'est cool. Ça dépend. Tu disais que lors de ton accident, il y avait ton ex qui était derrière toi, donc Oui, j'imagine qu'elle pratiquait aussi un peu. Donc, ouais, pouvoir débriefer avec elle, ça ah, peut toujours être sympa, quoi. c'est ça. Et puis maintenant, comme je suis en club, il y a les copains qui ont fait le même tri. On se retrouve à la ligne d'arrivée avec la galette saucisse à Dinard le week-end dernier. Galette saucisse et bière et on débrief. Bon, c'est très sympa.
Ouais, bien sympa, j'imagine. Ouais. Écoute, merci beaucoup pour tout ça. Dernière petite question, on parlait un petit peu des réseaux sociaux tout à l'heure. Où est-ce qu'on peut te suivre, t'encourager, te contacter aussi, ou te mettre un petit coup de pression pour sortir enfin ta première mouture de ton histoire? Alors, il y a sur Strava. Je crois que tu as prévu de mettre le lien. Ouais, Je peux t'envoyer le lien Insta aussi. Il se passe pas grand-chose sur mon Instagram. Il y a peut-être 3 stories par an et une publication, mais bon, tu peux toujours me contacter là-dessus. Ou alors LinkedIn. Où c'est le réseau social où je suis le plus actif, mais c'est le réseau social pro. Mais je peux recevoir des messages sur le triathlon. Je suis toujours content de parler de triathlon, quel que soit le contexte. nickel. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Enis. C'était très sympa de pouvoir échanger avec toi sur toi et surtout sur ces expériences que tu as vécues. N'hésitez pas, hein, chères auditrices, chers auditeurs. Je ne le dis pas assez, mais n'hésitez pas vraiment à réagir à tout ça, que ce soit en mettant des commentaires sur nos réseaux sociaux. On peut même mettre maintenant des commentaires sur Spotify ou même, comme je le disais tout à l'heure, en contactant nos invités et en particulier toi, Enis. Il ne faut pas hésiter à te contacter, à poser des questions et à revenir un petit peu sur tout ça. À compléter aussi cet épisode où je suis sûr on aurait pu rester encore quelques heures à discuter de ta pratique, de tout ce qui t'est arrivé. Mais voilà, on en reste là pour aujourd'hui. Je te remercie encore d'avoir accepté mon invitation. On fait un petit coucou à Jean-Christophe et puis à Lionel aussi et à Audrey Merle aussi s'il nous écoute. Et puis à très bientôt pour la suite de nos aventures et de tes aventures. Je t'ai promis, tu feras une petite capsule une fois que bébé sera né pour nous dire comment se passent tes premières nuits. Carrément. Merci beaucoup, Hermano, pour l'invitation. Je suis très content de faire ce podcast avec toi. Merci à toutes celles et tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'à maintenant. Et oui, n'hésitez pas à m'écrire pour tout ce que vous voulez. Je serai content de vous répondre. Et Super. n'hésitez pas à liker le podcast d'Hermano sur Spotify et à lui mettre une note 5 étoiles. Ah, ça, c'est cool. Merci. Tu sais qu'il y a deux personnes qui l'auront fait dans ce podcast. Il y a donc toi et Mathieu Stéphanie, qui est quand même un Ok. podcast Ouais. émérite. Donc, bon, Ouais. je te mets au niveau de Mathieu Stéphanie là, Trop bien. sur la finale. C'est top quand même. Trop bien. J'espère que ce podcast sera au niveau d'écoute de Génération Do It Yourself. C'est tout ce que je peux nous souhaiter. Super. Je croise les doigts. Merci beaucoup, Enis. Merci à toi. Ciao. Salut. Ciao.